Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous recevons donc Joseph Luciani, bonjour, Buongiorno a tutti. conseiller territorial FAPO-Poulou-INSEM, et on va parcourir l'actualité en votre compagnie et on va parler forcément du processus de Beauvau, le report de la visite de Gérald Darmanin. Alors, on a vu cette réunion de FEM dont on parlera plus tard dans la semaine, mais François Martinet, il dit finalement, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. D'autres mouvements sont plus sceptiques à la suite de ce processus de Beauvau. Vous en pensez quoi? Écoutez, vous avez raison de rappeler, Maria, le report de Gérald Darmanin, notamment dans sa visite en Corse. Nous, du côté de Femoagours, et de Fapo.insieme, nous avons eu l'occasion, la semaine dernière, à travers une grande conférence de presse sur Bastia, de prendre acte de ce report. Ce qu'on pense, c'est que ce report n'est pas préjudiciable à l'avenir du processus. Ce qu'on pense, c'est que nous sommes à quelques mètres d'un accord politique global et large. Et lorsque je dis un accord politique large, je ne parle pas d'un accord unanime. Parce que la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. Nous avons déjà sur la table la délibération du 5 juillet qui a été adoptée par près de 73% de l'Assemblée de Corse. Une délibération qui synthétise 50 ans de lutte, 50 ans de combat nationaliste, qui synthétise notre projet politique, qui est le fruit d'un accord entre Jean-Christophe Angelini, Gilles Simeoni, Jean Biancucci, Paul-Félix Benedetti, Pierre Jong et au-delà. Et sur ces bases de la délibération du 5 juillet, nous avons une conférence des présidents de l'Assemblée de Corse qui travaille de façon hebdomadaire pour arriver à un accord encore plus large. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce processus qui se présente à nous arrive bientôt à son terme et qu'il a vocation à permettre de tourner la page de 50 ans de conflit, de donner à la Corse et aux Corses un statut d'autonomie qui nous permet de nous projeter en tant que peuple pour les décennies à venir, qui permettent de répondre aux grands défis des temps modernes qui se posent à la Corse, qui permettent d'améliorer la vie des Corses, qui permettent de sauvegarder le peuple corse. Et cette solution politique globale, comprenant notamment un statut d'autonomie pour la Corse, elle nous permettra aussi de nous projeter sereinement dans les décennies à venir, de fermer une page, d'en écrire une nouvelle. On n'a pas le droit de louper le train de l'histoire, ça a été dit, nous le répétons, nous pensons qu'il y a une opportunité pour un accord politique très large, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes. En tout cas, le calendrier est posé. On a vocation à intégrer une révision constitutionnelle spécifique à la Corse, et c'est important de le souligner, dans le courant de l'année. Ce que nous disons, c'est que dans les toutes prochaines semaines et tout prochains jours, on arrivera à la finalisation d'un accord politique large à l'Assemblée de Corse, et qu'ensuite, la balle sera du côté du gouvernement et de l'État pour l'inscription d'une révision de la Constitution, en tout cas d'une première lecture, à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire avant la fin du premier semestre 2024, puis la réunion du Parlement en congrès à Versailles, avec la nécessité d'obtenir un 3/5 afin d'inscrire la Corse dans la Constitution reconnaissant son statut d'autonomie. Et ensuite viendra le temps de la loi organique. Alors justement, revenons sur ce report de visite. Gérald Darmanin a avancé un certain nombre d'arguments. Pour vous, ce n'est pas un prétexte. Vous disiez ensuite, une fois que la Corse sera trouvée en Corse, la balle sera dans le camp de Paris. Selon vous, Paris est toujours sur les mêmes dispositions? Écoutez, nous, on a pour référence le discours prononcé par le président de la République Emmanuel Macron devant l'Assemblée de Corse le 28 septembre dernier à Ajaccio. Un discours dont on peut discuter certains termes, mais qui en tout cas a placé la barre au bon niveau, notamment suite à la délibération du 5 juillet, parce que pour la première fois dans l'histoire des institutions de la Corse et pour la première fois dans l'histoire des relations tourmentées, pour le moins entre la Corse et la République française, un chef de l'État est venu en personne devant l'Assemblée représentative du peuple corse, devant le Conseil exécutif de Corse, dire qu'il était prêt à l'autonomie de la Corse. C'est un fait, c'est inédit. Nous saisissons la balle, nous saisissons l'opportunité. Vous faites référence au report de la venue de Gérald Darmanin en Corse. Ce que nous disons, si nous avons bien lu les déclarations, en tout cas la communication de presse du ministre de l'Intérieur et de son cabinet, deux motifs principaux sont évoqués pour justifier ce report. Premier motif, c'est l'idée selon laquelle la classe politique corse dans son ensemble, les nationalistes et les responsables politiques corses en particulier, n'auraient pas condamné l'action politique et symbolique de Corinne Front il y a quelques jours à Centur. Et le deuxième motif, c'est que la classe politique corse ne se serait pas suffisamment entendue rapidement sur un accord. Sur le premier point, nous disons que si l'État avait respecté son engagement, notamment autour de la question des prisonniers, des anciens prisonniers politiques, du FIGET, des jeunes qui se sont engagés
dans le cadre des manifestations populaires qui ont suivi l'agression mortelle d'Ivan Colonna en mars 2022, cette action ne serait pas intervenue. Dans le protocole Darmanin-Simeone qui a été signé en mars 2022, il était fait référence de la nécessité d'inscrire dans le processus la question des prisonniers, anciens prisonniers et du FIGET. Il y a des engagements qui sont pris. Pour l'instant, ils ne sont pas concrétisés. C'est la première remarque. Deuxième remarque, ce que nous disons à Femoagours et à Fapo.ICM, c'est que face à l'importance des enjeux, face à la gravité de la situation et dans ce moment de bascule pour la Corse et le peuple corse, l'heure est à la responsabilité et nous appelons humblement, mais sûrement, l'ensemble des mouvements, des structures, des responsables politiques corses à la plus grande responsabilité pour créer les conditions de la réussite de ce processus, à commencer par les nationalistes. Concernant le deuxième motif, le retard qui aurait été pris, supposément, par les élus de la Corse dans la conclusion, la signature, la finalisation d'un accord politique global, très large. Nous disons que nous ne sommes pas là, en tant qu'élus du peuple corse, pour répondre aux injonctions politiques, calendaires d'un ministre, d'un gouvernement ou d'un chef de l'État. Il y a un cadre qui a été ouvert suite au discours du président de la République devant l'Assemblée de Corse en septembre dernier. Nous nous sommes donné 6 mois, collectivement, pour arriver à la conclusion d'un accord politique large. 6 mois, ça nous renvoie à fin mars. Nous disons que dans les toutes prochaines semaines, d'ici la fin du mois de février, le début du mois de mars, nous serons en capacité d'arriver à un accord politique large. Mais arriver à un accord politique large, ça ne veut pas dire brader 50 ans d'histoire, brader le mandat que les Corses nous ont confié et brader le projet pour lequel nous avons été mandatés. Ça, c'est clair. Par ailleurs, nous disons que l'accord politique à venir doit prendre en compte 2 éléments centraux. Le premier, c'est le respect du suffrage universel. En juin 2021, après 2015 et 2017, les Corses ont voté à près de 70% pour des listes nationalistes, réclamant à minima un statut d'autonomie pour la Corse, qui est le droit commun pour toutes les îles d'Europe et de Méditerranée. Ils ont élu une majorité territoriale, une majorité absolue. Fapo.ICM est soutenu par Femoagours et un président exécutif. Premier point. Deuxième point, la délibération du 5 juillet. Il faut respecter la logique des institutions de la Corse, l'esprit, la lettre du statut particulier. On est l'Assemblée de Corse qui représente le peuple corse dans sa diversité. On a un conseil exécutif qui est chargé de mettre en œuvre, d'exécuter par définition les délibérations de l'Assemblée de Corse. Et donc, la délibération du 5 juillet doit être respectée sur la méthode. Sur le fond, nous disons que l'accord politique à venir, il doit permettre de donner au peuple corse les moyens de sa pérennité sur son sol et de son épanouissement, de donner à la Corse et aux Corses les moyens de répondre aux grands défis de la Corse au XXIe siècle, d'améliorer la vie quotidienne des Corses et de tourner la page du conflit. Et cela ne peut se faire que si l'on respecte les termes, le contenu de l'accord politique qui avait été signé le 5 juillet. On en reparlera tout à l'heure, après le journal de la mi-journée. Merci beaucoup, Don Joseph Lucioni. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Don Joseph Lucioni est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Conseiller territorial Fapo.ICM, on parlait ce matin du processus de Beauvau. Il y a un nouvel élément qui s'est invité dans ce processus et dans ces discussions, c'est le retour du FLNC. Oui, tout à fait. Depuis quelques mois maintenant, le FLNC a fait son retour sur la scène politique corse. Là aussi, nous en prenons acte. Nous disons que si l'État, entre décembre 2015 et jusqu'à l'ouverture du processus en mars 2022, avait pris en compte le fait démocratique corse, nous ne serions pas arrivés là. Ceci étant, il y a une situation. Nous, ce que nous disons, c'est que le seul chemin valable est celui de la démocratie comme méthode et comme objectif, que notamment la répression qui s'est fait jour il y a quelques jours à Bastia, avec la mise en examen de 2 militants nationalistes, militants du mouvement Nazione, et les conditions dans lesquelles ces interpellations sont survenues, conditions inhumaines, inacceptables, scandaleuses, ne peuvent que nourrir des cycles qui nous conduisent collectivement à l'impasse, avec une logique de répression, action-réaction, de surenchère qui nous inquiète et qui sera préjudiciable à la Corse et à ses enfants. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, dans le cadre du processus, déboucher très rapidement, sur une solution politique globale, incluant notamment un statut d'autonomie, mais pas que, et on pourra en parler, prenant aussi en compte, nous en parlions, la question des prisonniers, anciens prisonniers politiques et recherchés. Et à ce prix-là, nous aurons créé les conditions de la résolution du conflit
et de la paix en Corse. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a une nécessité forte, très forte, de construire une paix réelle et durable dans ce pays. Il faut aller très vite, plus vite. Écoutez, il faut aller dans un sens qui nous permette d'arriver à un accord politique le plus large à partir du socle posé par la délibération du 5 juillet dernier. Ce socle, il est clair sur le fond. Un pouvoir législatif de plein droit, de plein exercice pour la Corse dans les matières dites non régaliennes. Un statut de langue officielle pour la langue corse, susceptible de lui redonner toute sa place dans le système éducatif corse demain, la société corse demain. Parce que la langue, là aussi, c'est à la fois un héritage et c'est une projection. C'est un pilier de notre identité collective, c'est un facteur de cohésion, d'intégration, d'ouverture sur le monde européen et méditerranéen. Et donc, c'est les scientifiques qui le disent. Et puis, il y a des votes de l'Assemblée de Corse massifs, réitérés, notamment le vote de 2013 unanime de l'Assemblée de Corse, qui va vers un statut de co-officialité. Sans co-officialité, une langue minorée sur son sol a vocation à disparaître. Donc, pouvoir législatif, dans les matières non régaliennes, statut de co-officialité, statut de résident, constitutionnalisation du rapport à la terre et transfert progressif d'une autonomie fiscale. Ça, c'est les conditions à partir desquelles on peut discuter d'un accord politique large à construire. Il y a une conférence des présidents qui se réunit de façon hebdomadaire. Il y a un certain nombre de convergences qui se sont opérées, confèrent notamment les expressions de Valérie Bozzi et Laurent Marcangeli. Il faut qu'on soit collectivement à la hauteur des enjeux pour arriver à un accord dans les toutes prochaines semaines, de façon à ce qu'ensuite le processus puisse se poursuivre, notamment à Paris, avec l'inscription de la Corse dans le cadre d'une révision constitutionnelle spécifique avant la fin du premier semestre 2024. Vous le disiez, Valérie Bozzi, qui est un peu plus venue sur ces revendications-là, contrairement à Jean-Martin Mondoloni, par exemple. Oui, écoutez, chacun est libre de ses positions et de son expression. Jean-Martin Mondoloni fait part de son refus d'aller vers un pouvoir législatif de plein droit et de plein exercice, dont acte. Valérie Bozzi et Laurent Marcangeli, par ailleurs, sont sur une toute autre position. C'est la preuve qu'au-delà de la sphère nationaliste et de Pierre Diong, on peut s'entendre sur un accord politique dans les toutes prochaines semaines, voire dans les tout prochains jours. Et c'est indispensable pour la Corse. Merci beaucoup, Don Joseph Luciani. À demain. Bonjour et bienvenue. C'est le conseiller territorial Fapopoulou Insem et Don Joseph Luciani qui est notre invité. Bonjour. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui du redécoupage politique un petit peu sur la Corse avec, vous l'avez évoqué hier, donc la création de ce nouveau mouvement Nation et qui a été officiellement porté sur les fonds baptismaux à Corte. Et puis il y a d'un autre côté Palatine, l'association Palatine qui s'engage, qui rentre en politique, puisque objectif territorial, municipal de Bastia. Au milieu de tout ça, il y a une question cruciale. On a entendu parler de la communauté de destin et de la définition que l'on voulait donner à cette communauté de destin. Oui, tout à fait. On a une situation politique en Corse qui renvoie à une angoisse collective ressentie par un certain nombre de Corses, notamment sur le devenir du peuple corse, de la société corse, aussi bien dans les conditions de vie matérielles, économiques, sociales, mais aussi au niveau linguistique, culturel, identitaire. Vous l'avez dit, il y a une recomposition politique qui s'opère. Elle ne concerne pas la tendance politique à laquelle nous appartenons en Femoagoursiga et Fapo.isem, sur l'espace dit autonomiste. Mais ceci dit, il faut observer cela. Il faut prendre acte. Nazione a vu le jour il y a maintenant quelques semaines à l'appel notamment du collectif Patriote puis de la Chama Patriote. On y trouve un certain nombre de militants et d'anciens cadres de Corsica Libre, mais pas seulement. Nous, notre état d'esprit, il est toujours le même. On a vocation à discuter, et nous le faisons, à Femoagoursiga et Fapo.isem, mais avec l'ensemble des forces politiques, à commencer par les forces patriotiques. Vous savez, on a rencontré depuis maintenant plus d'un an, à de multiples reprises, un certain nombre d'organisations et de formations politiques, nationalistes, mais pas seulement, mais aussi de forces vives. Il faudra continuer à le faire, toujours privilégier les voies du dialogue, de la convergence, dès lors qu'elle est possible et qu'elle est nécessaire, notamment dans le cadre du processus dit de Beauvau. C'est notre état d'esprit. Par ailleurs, vous soulignez la question de la communauté de destin. Nous pensons que cette question, elle se pose parce qu'il y a une angoisse, l'angoisse de la disparition du peuple corse. Nous, on est engagés en politique parce qu'on considère qu'il y a un peuple sur cette terre, le peuple corse, que ce peuple est menacé, qu'il faut donner les moyens au peuple corse de sa pérennité sur son sol.
et qu'il faut aussi donner les moyens à ce peuple de maîtriser son destin à travers la reconnaissance d'un certain nombre de droits historiques, politiques et collectifs. Ceci étant, on est très clair sur notre vision, notre conception du peuple corse et de la nationalité. On considère que être corse, c'est bien sûr une origine. Ça peut être une volonté. On peut devenir corse. Encore faut-il manifester cette volonté, notamment en s'appropriant des éléments socio-culturels, linguistiques, en partageant et en exprimant le souhait de partager l'avenir de ce peuple et de ce pays. Mais il ne faut pas non plus faire un déni de réalité. Vous savez, moi je suis né en 1999. La Corse, depuis lors, elle a quasiment pris 100 000 habitants. 5 à 6 000 personnes qui arrivent chaque année, comment on les intègre? Tout à fait. 5 à 6 000 personnes qui arrivent chaque année en Corse, dans une société corse qui elle-même connaît un certain nombre de difficultés au plan culturel. Les Corses eux-mêmes ont du mal à fabriquer des Corses. Quand on regarde le niveau de transmission intrafamiliale de langue corse, notamment, pour ne parler que de cela, on a un solde naturel qui est négatif en Corse, plus de décès que de naissances, qui n'est pas non plus signe d'une bonne santé collective du peuple corse. Et on a, vous le disiez Maria, et chaque année, au 31 décembre, les chiffres de l'INSEE nous le démontrent et nous le rappellent malheureusement, une croissance démographique exponentielle portée exclusivement par le solde migratoire, dans des proportions et à une vitesse sans précédent dans notre histoire et sans commune mesure, sans équivalent ailleurs en France ou en Europe. Bien sûr que cette pression démographique elle pose des problèmes multiples. Problèmes d'équilibre socio-culturel, économique, infrastructurel. La Corse, connaissant un retard historique, étant toujours en quête de rattrapage, étant elle-même rattrapée par cette poussée démographique incontrôlée. Et bien sûr, la Corse qui a toujours fabriqué des Corses dans son histoire, aujourd'hui n'en fabrique plus. Il faut le dire. Ou à la marge. Mais de façon systémique, la Corse ne fabrique plus de Corse. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous disons, et nous ne sommes pas les seuls, à Femoagours et Fapopoinsem, que nous avons besoin des outils, des instruments, des moyens institutionnels, politiques, juridiques, pour créer les conditions de la survie du peuple corse sur sa terre et de l'intégration de celles et ceux qui viennent en Corse. La communauté destin, c'est un concept qui a été dévoyé. Communauté destin, lorsque le mouvement nationaliste, et notamment clandestin à l'époque, théorise ce concept, ça ne veut pas dire qu'il suffit de poser le pied en Corse pour être Corse. Ce n'est pas vrai. Confère les débats que nous avons pu avoir sur la citoyenneté culturelle, sur le statut de résident ou autre. Communauté destin, c'est de dire, vous pouvez devenir Corse, vous pouvez être des Corses d'adoption, à condition de faire votre part du chemin. Et aujourd'hui, vu l'ampleur des chiffres, vu la réalité culturelle, linguistique, identitaire des Corses eux-mêmes, et vu les faibles moyens, si ce n'est l'absence de moyens que l'on a en Corse, notamment au niveau de la langue, confère statut de confidentialité, du rapport à la terre, de la spéculation, de la culture, etc., nous sommes dans une situation inextricable. Mais nous ne voulons pas nous résigner et nous demandons les moyens, notamment à travers un statut d'autonomie, un statut de confidentialité pour la Corse, un statut de résident, de garantir la pérennité du peuple corse sur son sol et de lui donner la possibilité d'être en mesure d'intégrer celles et ceux qui veulent partager la destinée de ce pays. Merci beaucoup, Don Joseph Luciani. À tout à l'heure, on se retrouve à la mi-journée. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, nous retrouvons Don Joseph Luciani. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Palatine, on va en dire deux mots, qui se lance en politique. Le nationalisme des années 70, un nationalisme tiers-mondiste. C'est entre autres l'une des déclarations du mouvement qui veut un nationalisme aujourd'hui adapté à une situation. On parle de théorie du genre, on parle d'immigration, on a vu une passe d'armes entre le président du conseil exécutif aussi et le leader de Palatine. Oui, tout à fait. Donc, vous faites référence à une association qui avait une vocation culturelle et historique, mais dont il était un secret de polichinelle, que de savoir qu'elle se prolongerait, cette association, au plan politique. Et nous en avons la confirmation aujourd'hui. Nous en prenons acte là aussi. Nous sommes très clairs, Maria, vous savez. Nous sommes, et nous l'avons toujours dit, à Femoagours, Sigafa Popoinsem et au-delà. Nous sommes les héritiers et nous voulons être les humbles, mais déterminés continuateurs d'une lutte qui puise ses racines dans l'histoire de ce pays, notamment au XVIIIe siècle, sous l'ère pauliste, qui puise ses racines aussi, d'une certaine manière, dans la résistance en Corse, au cours de la Seconde Guerre mondiale, et qui puise ses racines dans les années 60, 70, 80, le réacquisto culturel, l'émergence du mouvement d'abord régionaliste, puis autonomiste et nationaliste,
et nous inscrivons notre action dans le fil historique de la lutte du peuple corse pour la reconnaissance de ses droits. Palatine, notamment par la voix de son leader, fait savoir, et c'est son droit, qu'elle se mette à l'écart de cette histoire. En tout cas, Palatine assume une rupture par rapport aux 50 dernières années du nationalisme corse. Dont acte. Mais vous savez, nous ne sommes pas des identitaires ou des identitaristes corses. Nous ne sommes pas une déclinaison d'Éric Zemmour ou d'autres formations politiques françaises, européennes en Corse. Nous sommes des nationalistes corses. Nous nous battons, nous nous engageons depuis des décennies, pour ce qui me concerne depuis des années, pour la survie du peuple corse, pour les droits du peuple corse, pour une évolution statutaire qui donne à la Corse les moyens de se construire, et nous nous battons pour construire un pays. C'est clair, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. À partir d'un certain nombre de constats identifiés comme problématiques, par Palatine, par Femoagour, par Corsigali, Bernazione, Corinfront ou d'autres, on peut néanmoins avoir des réponses qui sont différentes. Nous, nos réponses, elles sont conformes à notre histoire, à nos valeurs, à nos principes. Elles sont humanistes, elles sont pragmatiques aussi parce qu'il faut regarder la réalité en face. On parlait la dernière fois de la notion de communauté destin, la Corse qui ne fabrique plus de Corse, une explosion démographique. Mais en tout cas, vous faites référence à Palatine, on a un certain nombre de divergences sur ces questions-là comme sur d'autres. La lecture de l'histoire, le rapport à la France, la Corse qui n'aurait pas souffert d'une situation coloniale, on diverge, c'est clair. Le rapport aussi à l'affaire Colonne, pardon, on va en dire un mot. Nous considérons, et le travail mené par les députés à Paris, notamment Jean-Félix Acquahu et Laurent Marcangeli, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat d'Ivan Colonne à la prison d'Arles en mars 2022, le prouve et le démontre. Nous considérons qu'il y a une responsabilité de l'État dans cette affaire à plusieurs titres. Nous n'excluons pas la manœuvre barbouzarde. Récemment, dans la presse insulaire, le leader de Palatine a fait savoir qu'il excluait la responsabilité de l'État dans l'agression mortelle d'Ivan Colonne. Dont acte, là aussi on diverge. On diverge. Rapport à l'histoire, affaire Colonne, projets politiques différents, les choses sont claires. Après, vous savez, nous ne sommes pas dans une logique de croisade. Je ne suis pas dans une logique de croisade. Nous sommes des militants politiques, nous sommes des élus, nous sommes des nationalistes. Nous voulons construire ce pays, nous sommes résolument engagés sur cette voie-là. Il ne s'agit pas pour nous de partir dans une aventure de croisade ou autre. Nous voulons construire notre pays, nous avons les idées claires, et tous ceux qui veulent le construire avec nous sont bien sûr les bienvenus, et nous appelons à la convergence de nos vœux. Merci beaucoup, Don Joseph Lucioni. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Don Joseph Lucioni. Bonjour. Bonjour à tous. Conseiller territorial FAPoPoulou-INSEM. On va parler d'une loi qui est passée à l'Assemblée nationale la semaine dernière, qui a été étudiée. C'est la loi sur la protection des élus. Bon nombre d'élus ont dit avoir été victimes de harcèlement, de menaces également. Est-ce que pour vous, c'est une loi qu'il fallait véritablement instaurer? On a vu que seul le groupe de LFI n'avait pas participé à ce vote. Écoutez, nous, c'est vrai qu'il y a une situation aujourd'hui, dans le monde en général, en France en particulier, et en Corse de façon un petit peu différente quand même, mais qui existe. Et vous venez d'en parler, c'est la question de la protection des élus. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'être un élu, un représentant du peuple, parce que les attentes sont énormes, parce que parfois les moyens sont limités ou inopérants, et parce qu'il faut le dire, on fait face à une société qui s'en sauvage, y compris en termes de civisme, dans le rapport à l'autre et dans le rapport à celui qui représente le peuple, l'élu. En Corse, les situations sont un petit peu différentes parce que nous sommes dans une société de proximité, mais là aussi, cette proximité, et par certains aspects, l'apport de nouvelles populations qui ne sont pas dans ces circuits de proximité, bouleverse un petit peu la donne. Nous pensons qu'il faut, de façon générale, un statut de l'élu renforcé, qui ne soit pas un statut fondé sur des privilèges, absolument pas, mais qui donne aux élus les droits et devoirs nécessaires à l'exercice serein de son mandat électif. Cette loi, elle a le mérite d'exister. Nous pensons que de façon générale, il faut quand même aller plus loin sur le statut de l'élu, notamment de l'élu local. Alors, j'affectionne pas particulièrement l'expression, mais on voit bien qu'il y a des difficultés au niveau
de l'exercice d'un mandat d'élu local à plein de titres, notamment la conciliation entre vie professionnelle et vie politique, la conciliation entre vie privée et vie politique, et le rapport aussi aux citoyens. Alors, il ne faudrait pas non plus faire croire aux auditeurs que la multiplication, l'empilement des textes, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, permet de résoudre tous les problèmes sur cette question comme sur tant d'autres. Néanmoins, il est important que le législateur se saisisse de ces questions, qu'il les mette à l'agenda, qu'il permette un débat médiatique, politique et démocratique sur ces questions pour éclairer un petit peu et alerter aussi l'opinion. On voit bien qu'il y a une crise des vocations aujourd'hui, notamment en France, mais la Corse n'y échappera pas. Quand on voit qu'on a du mal parfois à boucler des listes aux élections municipales, alors que la commune, c'est le mandat de proximité par définition et par essence, on s'interroge. Quand on voit la petite musique alimentée notamment par certains populismes de tous pourris, qui ne contribuent pas à apaiser les débats, c'est un euphémisme, on ne peut pas l'accepter. Être élu, c'est donner de son temps, c'est s'engager au service d'une cause que l'on estime juste et noble, au service du peuple. Et forcément, je pense que c'est un mandat qui est noble et qu'il faut revaloriser au plan symbolique. Parce qu'être élu, ce n'est pas se servir des institutions pour soi-même, c'est servir les institutions pour le peuple. Et nous pensons que c'est fondamental. Vous parliez justement du rôle des élus. La phrase de Gilles Simeoni lors de ses vœux 2023, on reviendra sur l'affaire du canard enchaîné tout à l'heure à midi, mais la phrase de Gilles Simeoni sur ses vœux de 2023 qui avait laissé entrevoir un certain nombre de menaces, de pression. Oui, tout à fait. Alors là, ça renvoie peut-être à une question spécifique. Il ne s'agit pas là de l'élu qui se fait interpeller par un administré, un citoyen sur sa commune. Là, parce que la route n'est pas au bon. Parce que la route n'a pas avancé suffisamment ou parce que le voisin fait du bruit et que l'élu n'intervient pas en sa qualité de police administrative. Non, il ne s'agit pas de ça. Là, on est sur une toute autre nature de menace. Ça renvoie notamment à la question qui touche la Corse, des logiques de bandes, de factions, de criminalité organisée, de dérives mafieuses. Et là aussi, comme Gilles Simeoni, nous disons que personne nous tiendra le bras et nous amènera là où nous ne voulons pas aller. Personne. Personne, personne. C'est clair, nous sommes fermes à ce niveau-là. Le cas échéant, il nous faudrait démissionner de nos mandats respectifs. Nous sommes élus du peuple. Nous considérons qu'en Corse, il y a des dérives mafieuses depuis des décennies. Que l'État a sa part de responsabilité, notamment au titre des compétences régaliennes, police-justice. Que l'État a privilégié pendant très longtemps la lutte exclusive contre les militants nationalistes, et notamment le FLNC, au détriment du grand banditisme qu'il a laissé prospérer et sur lequel il s'est parfois appuyé. Ça ne veut pas dire qu'il faut exonérer la Corse et les Corses, notamment, de leurs responsabilités, mais en tout cas, l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif de Corse, la collectivité de Corse est la seule institution aujourd'hui en Europe de cette strate à s'être emparée de la question des dérives mafieuses, notamment dans le cadre des travaux conjoints avec les collectifs anti-mafia et associations anti-mafia qui existent. Nous avons déjà tenu une session exceptionnelle, des ateliers de travail thématiques ont eu lieu, et très prochainement, le Conseil exécutif de Corse reviendra devant l'Assemblée de Corse avec un rapport sur la table pour lutter contre les dérives mafieuses qui empoisonnent la vie des Corses, des honnêtes travailleurs, qui empoisonnent aussi parfois la vie des élus, et c'est inadmissible, qui nuisent à la Corse, à la démocratie, au développement, et qui produisent leur lot, malheureusement, de drames là aussi. Combien de jeunes Corses, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais souvent des jeunes, sont morts dans des affrontements liés notamment à la criminalité organisée. Combien de drames, combien d'orphelins, combien de veuves, combien de parents dans le deuil. Ça aussi, il y a la question politique, il y a la question sociétale, nous sommes fermes, il y a la question humaine, et nous voulons bâtir une société de paix, d'émancipation, d'espoir, de prospérité, et forcément, cela passe par tourner le dos définitivement à ces mécanismes mortifères et funestes pour la Corse et le peuple corse. Merci beaucoup, don Joseph Luciani. On se retrouve à la mi-journée. Bonjour, nous retrouvons le conseiller territorial Fapopoulou INSEM et don Joseph Luciani. Bonjour. Bonjour à tous. On va reparler de ce fameux article du canard enchaîné, du positionnement également de Fapopoulou et de Femois Gorsig, alors de cette conférence de presse, cet article qui concernait Gilles Simeoni, qui n'a pas hésité, et d'autres groupes de l'Assemblée de Corse aussi, à parler d'actions potentiellement barbouzardes. Oui, tout à fait. Il
faut préciser pour les auditeurs de quoi il s'agit, le rappeler en tout cas. On a un article du Canard enchaîné qui fait suite à un rapport de la Chambre régionale des comptes concernant l'action de la collectivité de Corse sur la protection du littoral. Et nous l'avons dit, nous avons tenu à le dire pour prendre l'opinion publique corse à témoin. Cet article est mensonger, scandaleux, il est une attaque crapuleuse et barbouzarde à l'égard du président du conseil exécutif de Corse et au-delà de l'homme dont la probité et l'intégrité sont connues et reconnues de tous. Au-delà de la fonction de président du conseil exécutif de Corse qui est la sienne, ce sont bien les élus de la Corse et les institutions de la Corse, garantes des intérêts matériels et moraux de la Corse et de son peuple, qui sont visés. Nous disons que l'on a ici un acte potentiellement barbouzard. Mais le potentiellement, j'ai envie de dire, on pourrait même l'enlever. On voit bien, et qui connaît l'histoire de la Corse, sait bien que lorsque nous sommes à quelques mètres d'un accord politique, d'avancées politiques fortes pour ce pays et ce peuple, toutes les manœuvres de déstabilisation politique sont en marche. En Corse, comme à Paris. Il y a eu les interpellations de 2 militants nationalistes dans des conditions inacceptables et inhumaines. Il y a eu cet article scandaleux, crapuleux du Canard enchaîné visant le président du conseil exécutif de Corse. Nous sommes attachés, bien sûr, à la liberté fondamentale de la presse, qu'il s'agisse de la presse d'opinion ou satirique ou de la presse d'information. Mais cet exercice et cette liberté doivent s'exercer dans le respect des hommes et des élus. Et là, nous disons, attention, l'affaire de Kawado. On a une collectivité de Corse qui préempte un terrain à Kawado, qui est le bastion historique du non-droit, de la spéculation et de la dépossession, avec très souvent, pendant des décennies, le silence assourdissant et complice de l'État, compétent notamment au titre de l'urbanisme. Le Conseil exécutif de Corse a souhaité que la puissance publique corse reprenne pied à Kawado pour mettre un terme à ce cirque qui a duré depuis des décennies. Cette préemption à Kawado, sur une parcelle de 3,3 hectares, procède d'une délibération de l'Assemblée de Corse de 2018. Elle traduit cette volonté politique de prendre pied sur Kawado pour la puissance publique et de remettre un terme à ces dérives. Tout est sécurisé dans le dossier. Et on a un article qui prétend que cette préemption se serait faite au profit du grand banditisme. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Les Corses ne sont pas dupes. On a une délibération, et c'est très bien, unanime de l'Assemblée de Corse qui réitère sa confiance totale au président de l'exécutif, notamment concernant son intégrité et sa probité. De nombreux témoignages de solidarité, de soutien se sont manifestés, notamment de la part des citoyens corses, d'un certain nombre de corps intermédiaires, de forces vives, de forces politiques. C'est très bien. Mais ceci étant, il ne faut pas minimiser ces manœuvres de déstabilisation qui ne font que commencer. Alors justement, à qui profite le crime ? Écoutez, nous pensons que le crime profite à celles et ceux, s'il profite à quelqu'un, qui veulent nuire au processus en cours entre la Corse et Paris et qui veulent nuire à sa réussite. À toutes celles et ceux qui n'ont pas intérêt ou qui ne souhaitent pas que la Corse s'engage sur le chemin de l'émancipation, de la paix et de l'espoir. À toutes celles et ceux qui ne veulent pas voir la Corse dotée d'un statut d'autonomie et bénéficier d'une solution politique globale. Ces gens-là, le front du non, le front du refus, sont les adversaires de la paix. Nous avons le droit en démocratie de ne pas être d'accord. Nous avons même le devoir de ne pas être d'accord. Ceci étant, tous les coups ne sont pas permis. Et les coups les plus tordus, les plus malhonnêtes, ne sont pas permis. En tout cas, nous sommes aux côtés du président de l'exécutif. Nous défendrons toujours les intérêts de la Corse. Nous défendrons toujours les institutions de la Corse. Et nous sommes résolument engagés vers la réussite du processus. Et nous ne nous laisserons pas faire, ni déstabiliser par quiconque. Aucun graffiti, aucun article de presse, aucune attaque scandaleuse, aucune barbouzerie n'entacheront notre détermination, Maria, à réussir ce processus à portée historique. Vous parliez de ce front du refus. Est-ce qu'il y en a selon vous au gouvernement ? Écoutez, nous ne sommes pas là pour mener des enquêtes. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas policier, je suis un militant politique, un élu du peuple, un conseiller territorial. J'analyse des mécanismes, pas les personnes qui les entretiennent, mais en tout cas,
Notre histoire collective récente, pas seulement aux nationalistes, mais aux Corses en général, nous montre que dans le passé et dans le présent, il y a eu des manœuvres de déstabilisation barbouzardes menées par des officines et un certain nombre de corps constitués. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas dupes, les Corses non plus, mais ceci étant, nous sommes déterminés à réussir et sereins, très sereins. Et la perspective d'une réussite dans le cadre de ce processus ne va faire qu'augmenter ces tentatives de déstabilisation, qu'elles soient à Paris ou en Corse. Ou en Corse. Merci beaucoup, Don Joseph Luciani. À demain. A domani. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Don Joseph Luciani. Bonjour. Bonjour à tutti. On va parler économie aujourd'hui avec deux dossiers qui concernent la Corse, à la frontière entre l'économie et le social. C'est le dossier agricole et le dossier des supermarchés casinos qui inquiètent beaucoup les Corses. Bien sûr. Alors, premièrement, une remarque liminaire. La langue, la terre, le peuple sont autant nos fondamentaux que le développement économique et social, parce que le développement économique et social sont indissociables de notre projet politique. Ils en sont partie prenante, a fortiori dans un pays qui trop longtemps a été miné par le sous-développement, le mal-développement, le non-développement, et dans un pays et une société corse qui se paupérise, qui se précarise et qui connaît des taux de pauvreté qui battent les records français. Ceci étant, vous avez raison de rappeler la situation des salariés, notamment du groupe Casino, plongés dans l'incertitude suite au projet de rachat du groupe. Une motion a été votée à l'Assemblée de Corse à l'unanimité en session il y a quelques jours, lors de la dernière session. C'est important que les élus de la Corse se tiennent aux côtés des salariés et notamment de leurs droits, de leurs acquis de haute lutte. De façon générale, ce type de décision de groupe, de rachat, renvoie quand même à la nécessité de recentrer la gouvernance économique et sociale en Corse, que ce soit dans la sphère privée, avec un développement économique et social qui génère de la plus-value, de la valeur ajoutée, qui produisent de la richesse, qui permettent de la redistribuer à travers des mécanismes de justice sociale, au plus près des Corses, au service des Corses et dans l'intérêt des Corses. Vous savez, c'est compliqué, d'autant plus lorsque nous ne disposons pas des moyens institutionnels pour y parvenir, d'édifier un modèle économique et social innovant, propre à la Corse, conforme à ses intérêts. Ça fait aussi partie de la nécessité d'aller vers un statut d'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas une baguette magique, mais on considère, au-delà de la dimension politique, un peuple corse maître de son destin, un peuple corse pérennisé, etc., on considère que c'est aussi un moyen, l'autonomie, de répondre typiquement à ce type de problématique. Une boîte à outils, comme a dit Van Damastor. Tout à fait, une boîte à outils. Et d'ailleurs, nous avons, dans la délibération du 5 juillet, pris un certain nombre de garanties, notamment à travers une clause de non-régression environnementale et de non-régression sociale, pour ce qui nous concerne, parce que nous considérons que la Corse autonome, qui sera une Corse nouvelle demain, n'a pas vocation à détricoter le code du travail, le code de la fonction publique ou les droits des salariés et des travailleurs. Vous faites référence au groupe Casino. Il y a une incertitude, il y a une inquiétude pour les salariés. Il y a eu des rencontres à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu. Nous nous tenons aux côtés des salariés, mais de façon générale, nous disons que nous avons besoin, en Corse, d'être maîtres de nos décisions stratégiques et de créer les conditions d'un développement économique et social harmonieux qui profite au plus grand nombre. Pour revenir sur le groupe Casino, l'invité qui était à cette même place la semaine dernière, 1300 salariés, on n'avait pas fait le rapport, mais c'est plus qu'Aircourt, Siga. Tout à fait, c'est plus qu'Aircourt, Siga. 1300 salariés, bon, ce sont des chiffres, mais derrière les chiffres, il y a des réalités. Il y a les réalités humaines de pères et de mères de famille qui travaillent, qui gagnent leurs revenus. Et imaginons la casse sociale que cela représenterait si on irait vers une vente, si on allait vers une vente à la découpe. Et les répercussions que cela pourrait avoir sur ces familles, sur ces employés, sur la société corse qui est déjà précarisée. Donc, le politique est dans son rôle lorsqu'il reçoit, lorsqu'il discute, lorsqu'il soutient. Après, malheureusement, nous sommes dans une situation mondiale, française et corse, qui est celle, il faut bien le reconnaître, d'un libéralisme effréné. Et c'est la raison pour laquelle il faut que la puissance publique se tienne toujours aux côtés des plus faibles, notamment pour les préserver dans leurs droits fondamentaux. Est-ce que justement l'Assemblée de Corse a les moyens d'intervenir? Vous avez rencontré les organisations syndicales, mais est-ce qu'elle peut aller lors des délibérations dans les tribunaux de commerce ou même rencontrer les futurs repreneurs? Est-ce que ce sont des choses qui se font?
Écoutez, politiquement, il y a toujours intérêt, il y a toujours la possibilité à rencontrer des chefs d'entreprise, notamment lorsque l'intérêt général le commande. Et ici, l'intérêt général, c'est bien sûr la préservation des emplois et des droits. Ceci étant, il faut être honnête. Je ne vais pas faire de langue de bois à votre micro, Maria. Le politique en général a de moins en moins de pouvoir par rapport à la sphère économique, il faut le dire. La Corse n'échappe pas. D'autant que la Corse ne maîtrise pas, à ce jour, peut-être elle le maîtrisera demain à travers un statut d'autonomie, totalement sa destinée. On n'a pas les moyens législatifs et les réglementaires nécessaires, donc c'est très bien. L'émotion, les délibérations, les rencontres, les soutiens, c'est très bien. Ça participe d'un climat d'ensemble, et c'est important de montrer aussi que la classe politique corse, dans sa diversité, et même de façon unanime, soutient les salariés, se tient à leur côté, mais nous avons besoin des moyens législatifs, réglementaires et fiscaux, pour mordre sur des réalités galopantes en Corse, que ce soit dans le domaine culturel, foncier, immobilier ou dans le domaine économique et social. Et aujourd'hui, nous ne les avons pas, ces moyens. Nous les demandons, notamment dans le cadre d'un statut d'autonomie. Merci beaucoup, Don Joseph Luciani. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons Don Joseph Luciani. Bonjour. Salut, bonjour à tous. Sur le point de vue social, sociétal, économique, le dossier agricole, on a vu ces agriculteurs dans la rue. Ça pose forcément une question du rapport à l'Europe aussi. Tout à fait. Vous avez raison. L'Europe telle qu'elle s'est dessinée depuis maintenant le traité de Maastricht, des années 90, est une Europe libérale, trop libérale. Et les travailleurs, les agriculteurs au premier plan, mais de façon générale, les citoyens européens, parfois sont victimes de ce libéralisme contraire à l'intérêt général. Et en Corse, on en sait quelque chose, notamment pour l'île que nous sommes, dans le domaine des transports maritimes et aériens, avec un droit de la concurrence très rigoureux, très libéral, qui ne profite pas du tout et n'est pas favorable du tout à un service public dont nous avons besoin, nous qui réclamons la maîtrise publique de secteurs stratégiques. Sur l'agriculture. Prima, ci tocca a Dila e a Ramintal, noi altri, e io non sono come agricoltori, ma siamo tutti figlioli di pastori, di porcaggi e di agricoltori. L'agricoltura fa parte della nostra storia, di ciò che noi siamo, della nostra identità, et de façon générale, les agriculteurs sont un pan de notre identité culturelle. Ils ont vocation à participer pleinement au développement économique et social que nous souhaitons pour ce pays, parce que nous considérons que dans un pays qui est essentiellement structuré d'un point de vue économique par le tourisme et le BTP, l'agriculture doit prendre une part considérable dans l'essor économique de la Corse, notamment pour arriver vers un modèle d'agriculture de production orienté vers une autonomie alimentaire de la Corse à horizon 2050. Le mouvement contestataire qui touche le monde agricole depuis quelques semaines, bien sûr, il puise ses origines dans les réglementations de l'Union européenne qui sont totalement contraires aux intérêts de la profession et aux réalités que vivent les agriculteurs au quotidien. Et en Corse, malheureusement, les problématiques qui sont rencontrées ailleurs, en France et en Europe, par les agriculteurs sont amplifiées par un certain nombre de phénomènes que nous connaissons bien, notamment de spéculation, d'artificialisation des sols, de bétonisation notamment d'espaces stratégiques agricoles. Et donc, l'accès au foncier, la formation, l'insularité, les coûts liés à l'insularité, aggravent la situation par ailleurs connue par les agriculteurs. Là aussi, comme pour le groupe Casino et ses salariés, l'Assemblée de Corse, à l'unanimité, a délibéré en session au mois de février pour apporter son soutien aux agriculteurs, dire que les agriculteurs doivent vivre de leur travail, et des groupes de travaux vont être mis en place tout prochainement, notamment autour de la nécessité de sauver la profession dans sa diversité et de construire un modèle agricole fondé sur une agriculture de production orientée vers une autonomie alimentaire. C'est pas gagné avec les politiques européennes, l'agriculture de production. C'est pas gagné. Là aussi, on parle de la PAC, premier, deuxième pilier. On pense aussi que sur cette question de l'agriculture, comme sur tant d'autres, il faut recentrer la décision en Corse. Il faut recentrer la décision en Corse de façon à ce que les décideurs politiques mandatés pour ce faire bénéficient des moyens pour créer le modèle économique et agricole de leur choix. Et pour nous, il y a une nécessité
que l'agriculture prenne une place beaucoup plus forte dans le PIB de la Corse, que les agriculteurs corses puissent permettre de nourrir les Corses et que les agriculteurs corses puissent vivre de leur travail. C'est vrai que dans le cadre actuel, européen, libéral, nous en parlions, c'est très compliqué. Il ne faut pas avoir langue de bois, il faut le dire. Et c'est un européiste qui vous le dit. Cette Europe-là pose d'énormes problèmes. Et nous serons toujours aux côtés des agriculteurs engagés pour une agriculture de production et non pas une agriculture bénéficiant aux grands groupes, ci ou là, ou une agriculture générant des situations de rente et d'improduction. Merci beaucoup, Don Joseph Lucioni. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Don Joseph Lucioni est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour à tous. On a parlé de langue corse tout au long de cette semaine, parce que c'est assez transversal à toutes les revendications. Il y a un collectif de lycéens qui, à l'appel donc, de Pour que vivent nos langues, ce collectif a manifesté devant le ministère de l'Éducation nationale à Paris. Ça veut dire que la jeunesse se mobilise aussi, comme elle s'est toujours mobilisée, pour la sauvegarde de cette langue à travers notamment des moyens d'État. Oui, tout à fait. C'est important que la jeunesse se mobilise pour les langues dites régionales de façon générale, et en particulier pour notre part pour la langue corse, qui est dans une situation un petit peu différente de par le contexte politique et historique que connaît la Corse. La langue corse, on en a parlé toute la semaine de façon transversale, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est au centre de notre engagement, parce qu'elle est consubstantielle à notre farouche volonté d'obtenir un statut et une solution politique globale, et parce qu'elle doit être au centre et au cœur du projet d'autonomie que nous voulons construire. La langue corse, c'est évidemment un pilier fondamental de notre identité collective en tant que peuple, avec d'autres éléments culturels, traditionnels, le rapport à la terre, mais la langue corse, c'est un élément essentiel. C'est aussi, la langue corse, un facteur de cohésion et d'intégration. On a parlé cette semaine, Maria, de la question démographique, de la question du communautarisme, de la question de la capacité de la Corse à fabriquer des Corses ou pas, une machine à fabriquer des Corses qui est aujourd'hui grippée mais qu'il faut relancer parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et la langue, elle a un rôle essentiel à jouer. C'est un vecteur énorme dans ces problématiques-là. Et puis la langue, c'est aussi un facteur d'ouverture sur l'environnement proche de la Corse, qui est au cœur de la Méditerranée, l'environnement latin, toscan, méditerranéen de façon générale. On ne peut pas imaginer baisser les bras, nous résigner derrière une disparition programmée, comme pour le peuple corse, de la langue corse. Et pour ça, il y a un certain nombre d'études qui le démontrent, d'études qui ne sont pas faites par des militants politiques, qui sont faites par des linguistes, des sociolinguistes, des spécialistes. Une langue minorée sur son sol, c'est le cas de la langue corse vis-à-vis du français, a besoin d'un statut de langue officielle pour survivre. C'est la condition sine qua non. En tout cas, c'est la condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Mais c'est la condition nécessaire. L'Assemblée de Corse, il y a maintenant plus de 10 ans, en 2013, sous une mandature qui n'était pas une mandature nationaliste, a adopté le projet de co-officialité de la langue corse, à l'unanimité. Par la suite, un certain nombre de votes ont confirmé cette aspiration majoritairement partagée par les Corses et leurs représentants élus d'aller vers un statut d'officialité de la langue. Et nous disons, comme nous l'avons inscrit dans la délibération du 5 juillet, que dans le cadre de la Corse autonome, qui sera une Corse nouvelle demain, issue de l'accord politique à construire en Corse et avec Paris, la langue corse doit bénéficier d'un statut. Pourquoi un statut ? Ce n'est pas forcément et uniquement un élément symbolique, même si le symbole a son importance, notamment dans la réparation d'un traitement linguistique qui a été un traitement colonial, d'ethnocide, par la France à l'égard de la langue corse et des Corses. Mais nous nous battons pour une société bilingue, effectivement et réellement bilingue, corse-français. Et nous disons que pour atteindre cet objectif de société bilingue, pour maintenir et préserver ce que nous sommes, pour intégrer les nouvelles populations, pour rester nous-mêmes, pour nous ouvrir à notre environnement proche, il nous faut un statut qui replace la langue corse au centre et au cœur du système éducatif de la Corse autonome demain et de la société corse demain. Pour cela, nous avons besoin de moyens, de politique linguistique, d'un statut de la langue. Demain, dans le cadre d'une Corse autonome qui aura la capacité de légiférer d'une loi de normalisation linguistique comme cela se fait ailleurs en Europe, parce que la langue corse fait partie du patrimoine de l'humanité, elle fait partie de l'identité collective des Corses, elle fait partie de notre histoire et doit faire partie de notre présent et de notre avenir.
Pour y parvenir, nous avons besoin d'un statut de la langue qui lui redonne toute sa place dans la société, dans le système éducatif. Merci beaucoup, don Joseph Locioni. À tout à Arrivederci. l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du conseiller territorial Fapopoulou INSEM, don Joseph Locioni. Bonjour. Bonjour à tous. On parlait de la langue corse ce matin. Vous disiez un véritable statut face à un ethnocide. Aujourd'hui, ou femme d'Aparno, Bastapio. Le problème est que quand nous dit « femme d'Aparno », et c'è bisogno di va d'Aparno. Mais le simple fait de dire aux Corses qu'ils ont une responsabilité écrasante dans le fait de ne pas parler leur langue ou de ne pas apprendre ou réapprendre leur langue, ça pose quand même la question de l'histoire, de la genèse de cette situation. Comment et pourquoi nous sommes arrivés là? Un peuple ne se réveille pas un beau matin en ayant perdu sa langue et en se disant « je vais me réapproprier ma propre langue, la langue de mes ancêtres, pour qu'elle devienne ma langue et celle de mes enfants ». Il y a une situation. La situation, c'est le traitement qui a été réservé à cette langue depuis que la Corse est française. Je veux dire, il faut être clair. Même dans les années 60-70, lorsque la loi d'Exxon reconnaissait l'enseignement des langues dites régionales, le Corse échappait à cette règle pourtant de droit commun. La France a un véritable problème de façon générale avec les langues autres que le français. C'est clair. La Corse et la langue corse en ont été des victimes très fortes. Ce que nous disons, c'est que dans une société désintégrée, en proie au doute, en mutation profonde, où la part de transmission intrafamiliale ne représente même plus 5% de la transmission, où l'école a du mal, malgré tous les efforts qui sont déployés par les enseignants, par les professeurs, par les instituteurs bilingues, immersifs, l'école a du mal à produire des corsophones. Pour ce faire, nous avons besoin d'un statut qui permette une généralisation de l'enseignement de la langue corse, qui permette de sécuriser juridiquement et politiquement la mise en place de filières immersives, notamment dans l'éducation publique, c'est clair, mais aussi dans le secteur associatif. Et d'Aparno, un ci può muiuni d'Aparno, enfin, ci può muiuni, ma se n'avevamo i mezzi da maestrare nostra politica linguistica. Aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas totalement cette politique linguistique. Et aujourd'hui, c'est inéluctable, malgré tous les efforts qui sont déployés pour soutenir la langue corse dans les médias, le secteur audiovisuel, la presse écrite, l'art, la littérature, l'école, sans statut de la langue, qui donne une utilité économique, sociale et professionnelle à la langue et une valorisation symbolique, qui en fasse une compétence à part entière, nous n'y arriverons pas. Nous continuerons à nous battre, mais nous n'y arriverons pas à moyen long terme. Donc il y a une nécessité, il y a une urgence, un statut de la langue au service de l'émergence, de l'avènement d'une société réellement bilingue, pour rester ce que nous sommes, pour conserver ce pilier de notre identité collective, et pour que le peuple corse soit en mesure demain d'intégrer celles et ceux qui viennent vivre sur cette terre. À l'instar du français qui a été imposé par l'école, par... Tout à fait. Le français qui a eu un rôle très important dans la politique de constitution de la nation française, puisqu'en France, l'État a précédé la nation. Ce n'est pas le cas d'autres pays dans le monde. Et il y a eu cette uniformisation culturelle, dommageable par ailleurs, qui s'est opérée non seulement grâce à la langue française, mais surtout contre les langues qui préexistaient, qui étaient présentes et qui cohabitaient avec le francilien, si j'ose dire. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a un enjeu de réparation. Il faut à tout prix nous mobiliser, y compris dans le cadre de ce processus, pour placer la langue corse au centre du statut d'autonomie de la Corse demain. Ça figure dans la délibération du 5 juillet. Le président de la République, lorsqu'il est venu et qu'il s'est exprimé devant l'Assemblée de Corse, s'est dit favorable à la mise en œuvre d'un service public de l'enseignement bilingue. Il faut approfondir. Ça fait partie des nécessités à intégrer dans l'accord politique à construire. Merci beaucoup. Merci, don Joseph Locioni, d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Vous retrouverez cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux, notre site web. À très bientôt.